Bonsoir, c'est certainement inédit, une tranche horaire inexacte, contrairement à nos émissions de débat politique. Cet hebdo est carte sur table, face à l'actu également. Dès ce soir, ces émissions vont rentrer d'abord en gare, en repos. Vous le savez, le président de la République a convoqué le corps électoral, ce qui nous permet de déployer un dispositif spécial. Et tout au long de cette période électorale, donc, STV déroule son programme de couverture consacré à l'élection présidentielle. Ce soir, déjà, voici l'émission spéciale qui va tous les jours, de lundi à dimanche, vous être servi. Chaque jour donc, de 18h30 à 19h50, présidentielle 2025 vous donnera les clés pour suivre, comprendre et décrypter l'actualité de la campagne électorale. Un programme présenté en alternance avec Léla Rennes-Ganzeux qui prendra le relais dès jeudi prochain et ce jusqu'à samedi. Autre point focal, chaque matin, puisque nous sommes dans le déroulé de la programme de couverture de STV. Chaque matin, donc, la matinale Good Morning Cameroun, GMC, de 7h à 9h, permettra de planter le décor de cette campagne. Décor de la journée politique durant la semaine avec un léger repos en week-end. Notez naturellement que l'émission Entretien avec votre programme de grande interview au format long donnera la parole aux candidats et aux acteurs majeurs pour détailler leurs projets, leurs positions et propositions et leur stratégie tous les jeudis à partir de 21h. Pour ce soir donc, à l'approche du scrutin présidentiel, les interrogations sur la qualité du processus électoral s'intensifient. La liberté d'expression, accès équitable aux médias, sécurité dans les zones sensibles, participation des femmes, des jeunes et de la diaspora. Autant de facteurs déterminants pour garantir une élection réellement libre et inclusive. Dans présidentielle 2025 de ce soir, nous posons la question de fond. Le climat politique actuel est-il propice à un scrutin juste, transparent et ouvert à tous? Débat en présence des représentants du RDPC, du MPCN et du PURS qui nous ont déjà rejoints sur le plateau. D'emblée, je dis bonsoir à Yves Abama. Bonsoir, député. Bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis heureux de porter la voix du RDPC sur votre plateau une fois de plus. Et j'espère que en ce moment de pré-campagne, le débat sera enrichissant. Dernière ligne droite donc, position déterminante. Hein? Oui, c'est la dernière ligne droite. Et je pense que nous y sommes depuis le 11 juin, la convocation du corps électoral par le président de la République. D'accord. Il y a eu un coup d'accélérateur hier avec l'annonce officielle de la candidature de notre champion. On en parle dans une minute. Voilà, donc nous sommes dans les starting blocks, nous nous préparons et puis ça va aller vite, comme on dit au catch. Marius Guy-Jopel et Lombosone, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Vous avez choisi de cacher votre visage à nos téléspectateurs. Période de campagne, les logos, les gadgets sont permis désormais, pourvu qu'ils, évidemment, affichent le reflet de votre parti politique. Je présume que c'est la casquette officiel du MPCN. Voilà, le MPCN. Le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, du défunt Paul Réquignet, que vous avez plusieurs fois sur votre plateau. Absolument. Merci d'être des nôtres. Enfin, le docteur Rodolphe Nyamsi Podi, qui est là ce soir pour le compte du PURS. Bonsoir, doc. Bonsoir, député Tongo. Bonsoir à tous les landerneaux politico-administratifs du Cameroun. Le PURS a une seule voix. Élection 2025, il faut se faire écouter. Alors, l'émission a quelques articulations. D'abord, on va entrer tout à l'heure avec quelques faits de l'actualité du jour, ou très récentes, relativement avec cette campagne électorale. Derrière, il y aura le débat qui permettra aux uns et aux autres qui sait peut-être de présenter ce qu'ils ont dans le ventre, comme qui dirait, parlant de cette élection présidentielle. Et derrière, on aura certainement dans les prochaines éditions les réactions des téléspectateurs à travers divers canaux et autres médias numériques. Prenons le premier reportage de ce soir. Regardons à nouveau cet élément de Léla Rennes-Ganzeux qu'il a produit dès la convocation du corps électoral et qui en ressort les grandes lignes. Octobre 2025, les Camerounais iront aux urnes pour choisir le nouveau chef d'État. Dans un décret signé ce 11 juillet 2025, le président de la République, Paul Biya, convoque le corps électoral en vue de l'élection du président de la République. 3 articles au total qui lancent le compte à rebours. Première implication,
la fin des inscriptions sur les listes électorales, mais le retrait des cartes est toujours possible, et ce, jusqu'à la dernière minute. Selon le calendrier préalablement annoncé par Elections Cameroun, les candidats à la magistrature suprême doivent désormais déposer leur dossier avant le 21 juillet, soit dans exactement 10 jours. La liste des candidatures retenues sera quant à elle disponible au plus tard le 11 août 2025. Enfin, la campagne électorale débutera le 27 septembre pour s'achever à la veille du scrutin, entendez, le 11 octobre 2025. Alors que plusieurs hommes politiques ont déjà annoncé leur intention de concourir, Paul Biya, 92 ans, président sortant, ayant passé 43 ans au pouvoir, garde encore le silence. Aussi bien dans l'opinion publique qu'au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti, la question de sa candidature ou non-candidature reste un mystère, chacun y allant de ses convictions. Le mystère, lui seul peut le briser. D'ailleurs, en 2018, c'est le 13 juillet qu'il choisit d'annoncer sa candidature sur Twitter. C'était un vendredi 13. Voilà donc pour ce premier élément indicatif sur la convocation du corps électoral par le président de la République, Paul Biya. Juste derrière, on va essayer de comprendre pour décrypter les implications de cette convocation du corps électoral. Pour cela, nos reporters sont allés à la rencontre du délégué régional Elecam Littoral, Serge Bourdon-Otillard, qui nous en donne les grandes lignes. Suivez plutôt. La des listes électorales s'est achevée effectivement avec la convocation du corps électoral vendredi dernier. Et immédiatement, une fois que ce communiqué a été rendu public, le décret du président a été rendu public, nous avons cessé d'inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Et maintenant, par la suite, nous avons deux terrains sur lesquels nous travaillons en ce moment. Premièrement, une fois que la révision s'achève, vous savez qu'il y a eu beaucoup de données. Ces données doivent être transitées à la direction générale pour permettre leur toilettage et leur traitement, afin que ces données soient intégrées sur les listes définitives et que les cartes électorales pour l'année 2025 soient produites. Donc c'est la première chose, c'est un des travaux que nous faisons en ce moment. En dehors de cela, vous savez aussi que le processus électoral est séquencé. La révision des listes électorales s'est achevée avec la convocation du corps électoral et maintenant donc nous entrons dans le dépôt de candidature. Les candidats ont pour cela 10 jours et ces 10 jours c'est à compter de la date de convocation du corps électoral. Donc en ce moment, nous sommes en train d'attendre les différents candidats qui voudront bien déposer leur candidature à la délégation régionale parce que, comme vous le savez également, la loi électorale permet qu'on dépose les candidatures dans deux endroits différents. Un démembrement qui est la délégation régionale de l'ECAM et à la direction générale. Donc, nous attendons les candidatures depuis vendredi soir et ce jusqu'à lundi, 21 juillet à minuit. Nos bureaux de la délégation régionale resteront ouverts jusqu'à minuit le 21 juillet, à l'attente justement de ces candidatures. Donc, si vous descendez, là, vous allez voir le dispositif, il est mis en place pour recevoir toutes les personnes qui veulent se renseigner et qui ont besoin de certains documents dans le cadre de leur constitution de dossier. Parce que nous leur délivrons également une attestation d'inscription sur les listes électorales. Et je précise ici que peu importe où ils sont inscrits, ils peuvent s'approcher de nous. L'essentiel est qu'ils aient leur carte d'électeur ou alors un récépissé qui prouve effectivement qu'ils sont inscrits sur une liste électorale. Et nous pouvons vérifier dans notre base de données et nous pouvons leur délivrer une attestation d'inscription et liste électorale, peu importe où ils sont enregistrés. Voilà donc ce qu'on peut dire de ces deux aspects relatifs à l'actualité toute récente.
Si on veut être totalement complet, on va parler donc de cette déclaration de candidature du président Paul Biya à la présidentielle le 12 octobre prochain. Le président le dit dès l'entame de sa déclaration: assurer la sécurité et le bien-être des filles et des fils de notre cher et beau pays est la mission sacrée à laquelle je consacre mon temps et mon énergie depuis mon accession à la magistrature suprême. Les résultats sont là, visibles, appréciables. Merci pour le soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter à cet égard. Pour une intro, Yves Obama, c'est une réponse à un appel, puisqu'il le dit lui-même, une réponse sans surprise. Oui, une réponse sans surprise à un appel des partisans du président Biya que nous sommes. Et réponse sans surprise, pourquoi? Parce que au-delà de sa sortie, son propos, en 2022, devant le président français, le président de la République a pris la parole le 31 décembre 2024. Il a pris la parole encore le 10 février 2025. Et tous ceux qui ont suivi ces deux communications ne devaient pas être surpris par la position qu'il a donnée hier. Parce qu'en 2024, 31 décembre, il vous dit « Ma détermination à servir est restée intacte ». Le 10 février 2025, il dit aux jeunes « Je serai toujours à vos côtés ». À partir de ce moment-là, nous autres avions déjà pressenti que le président ne rentrerait pas au village et que pour la présidentielle à venir, il sera avec nous. Vous savez, quand ce moment arrive, ce moment de grande compétition politique, chaque parti essaye de faire son petit marché interne, c'est-à-dire que parmi ses militants, il regarde quel est le militant le mieux placé pour porter son destin. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le président de la République, le président national du RDPC, le président Paul Biya, est de tous les militants du RDPC le seul capable de nous garantir une victoire sur KO face à nos adversaires. Donc on ne pouvait pas se passer de notre meilleur atout. Et nous sommes très contents qu'il ait répondu favorablement à nos différents appels. On peut comprendre le désenchantement en face, on peut comprendre les grincements de dents, parce que les uns et les autres savent que c'est quand même un gros calibre qui est sur la piste. Et j'ai dit sur un média aujourd'hui qu'en réalité, Paul Biya a une élection, c'est Paul Biya gagnant. Tout le monde le sait. C'est ce qui fait peur. C'est pour ça que vous entendez les gens crier « Ah, est-ce qu'il ne pouvait pas aller se reposer? Est-ce que... » Et je suis surpris de cette façon de faire qu'on voit chez nous. C'est-à-dire qu'une formation politique choisit son candidat et dit « Voilà ». Et le candidat lui dit aux militants « J'accepte ». Ça fait des grincheux, ça fait des grincements dedans. Je ne comprends pas pourquoi. De toutes les façons, militants et sympathisants du RDPC, nous sommes heureux que le président ait répondu favorablement à notre doléance et nous disons qu'il est notre atout numéro 1. Nous ne comptons pas faiblir. Pendant cette campagne, nous allons le défendre avec une détermination jusque-là pas encore vue. Vous partagez le même point de vue, vous au mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, s'agissant de la non-surprise qui entoure cette candidature du président Biya. Oui, mais évidemment, M. le député, nous partageons également le même engouement puisque de toutes les façons, au RDPC, on n'a jamais eu un débat sur un potentiel successeur. Donc nous ne voyons pas le RDPC survivre après M. Biya. Voilà pourquoi cela ne nous étonne pas que nous constatons une fois de plus qu'il puisse être candidat pour le compte du RDPC. Bon, mais cela est quand même déplorable. Déplorable de constater que malgré pratiquement 8 mandats, bientôt, que l'on soit... 7 bientôt, oui. C'est 7, là c'est le 8e. Il vous donne une Il y aura même un 9e. Je vais dans votre sens, parce que de toute façon, vous le donnez vainqueur. On prend. Vous venez de le donner vainqueur. Malheureusement pour vous, ce sera pratiquement le seul moment de l'histoire où il y aura une rupture au Cameroun, où nous n'allons pas vivre ce que nous avons vécu pendant 42 ans. Et nous espérons pour vous que vous aurez quand même le même esprit fair play que nous avons eu pendant 42 ans pour subir toutes les injustices que nous avons subies pendant tout ce temps, sans remettre en question le système démocratique qui est le nôtre. Sauf si l'information nous a échappé. Vous n'avez pas de candidat à cette élection? Non, justement. Vous faites bien de poser cette question, M. Lipita, puisque de toutes les façons, le MPCN, comme vous le savez, dispose de 50 élus. Et donc en mesure de pouvoir investir un candidat. Et contrairement aux autres qui font dans des déclarations, nous sommes dans l'action. Vous savez qu'après la convocation du corps électoral,
Il nous reste 10 jours pour déposer les candidatures. Vous savez, donc nous sommes déjà en train de le faire et disons pratiquement d'ici 2 jours, vous aurez une réponse appropriée. Donc, sur la déclaration de candidature du président sortant, au PURS, c'est tout naturel. Je dis, vous y attendiez sans forcément qu'il y ait surprise. Vous savez, monsieur le député Tongo, lorsqu'on vient en politique, on doit connaître son adversaire. C'est comme un grand gala d'un grand match pour un rendez-vous historique. Et lorsque nous arrivons au peuple uni pour la rénovation sociale, nous toilettons les tests de tous les partis d'opposition et les partis au pouvoir. Parce que quand vous allez en bataille avec quelqu'un, il faut connaître ses tenants et ses aboutissants. Il faut faire un diagnostic de son landerneau politique pour voir quelles sont ses opportunités, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et pour en sortir, quelles sont les opportunités que ce parti politique peut avoir. Pour les partis politiques d'opposition qui n'ont pas compris les tests du RDPC, nous avions compris depuis que lorsque le RDPC ne se déploie pas, le RDPC fait quoi? Essaie de distraire la vie politique au Cameroun. Vous savez, lorsqu'on va en formation politique et lorsqu'on essaie de faire de la politique non politicienne, même politique académique et assidue, on doit regarder en face qui est-ce qu'on a. Cette machine appelée RDPC a d'abord eu un avantage sur certains partis politiques. Une élite comprador d'intellectuels universitaires qui savent où ils vont. Des sémiologues, des diplomates, voués à la cause dans le positionnement administratif et politique du Cameroun. Lorsque j'ai jeté mon dévolu sur le casting des hommes qui font le RDPC, il faut comprendre que le président Paul Biya, s'il n'est pas pris en otage par ceux qui l'entourent, le président Paul Biya a bel et bien été l'homme, selon leurs articles 27 alinéa 3, qui ne peut que se présenter. Sauf que l'histoire sera pouvoir de réponse dans un rétroviseur du destin lié à la destinée. C'est-à-dire qu'on n'agira plus 7, ça fera 79 ans. Et après les 79 ans, ce sera quoi pour une jeunesse camerounaise? Après les 79 ans, ça sera quoi pour une jeunesse du RDPC? Il va donc falloir préparer le Dauphinat. Et comme la nature a horreur du vide, et la nature nous présente ce qu'on appelle les caprices, que même la médecine moderne ne pourra pas supplier, nous sommes donc au PURS, une identité que nous cherchons du Camerounais qui ira voter demain. Nous sommes une souveraineté dans la mentalité des Camerounais jeunes qui sont là. Parce que nous, au PURS, nous pensons que notre combat, ce n'est pas le président Paul Biya. Notre combat, c'est un nouveau Cameroun. Donc, je pense que mon candidat, Serge Espoir Matumba, qui est déjà investi par un congrès du 3 au 4 avril 2025 à Yaoundé, on a eu à toiletter nos tests et nous pensons que l'après-président Paul Biya, même comme nous savions que nous irons aux élections, nous aurons le temps d'avoir des mandatures encore pour 14, sinon 20 ans. Donc nous sommes en course pour avoir un Cameroun qui sera le nôtre, pas un Cameroun du legs colonial, pas un Cameroun dans la continuité de ce qui se passe, mais un nouveau Cameroun, il faut le préciser ainsi, qui sera le Cameroun de tous les Camerounais, non le Cameroun de Serge Abama. Voilà donc qui est dit d'emblée dans cette actualité, notamment relative à la candidature du président Paul Biya, appréciée ici par les différents concurrents désormais, on peut le dire ainsi, puisque nous sommes en phase électorale, la candidature donc du président sortant. Venons-en au thème de ce soir. Le climat politique est-il propice à une élection libre et inclusive? Parole est d'abord donnée, on va commencer cette fois-là avec vous. Au regard du contexte, de l'environnement, des acteurs, des enjeux et de la programmation désormais officielle de cette élection présidentielle, avez-vous le sentiment que ce climat en ce moment est propice à une élection saine, sereine, transparente, et qui c'est peut-être déterminante pour la suite? Sereine, peut-être pas, transparente du tout. C'est pas un secret de polichinelle, hein, parce que de toutes les façons, nous savons très bien que depuis 1992, on n'a jamais eu d'élection quasiment apaisée au Cameroun. On a toujours eu des espèces de soupçons, de fraude et autres avant les élections, comme celle-ci, bien évidemment, puisque de toutes les façons, on a affaire à un parti-État. Et un parti-État, comme le disait tout à l'heure le docteur, est une machine de guerre électorale. Et la machine de guerre électorale du RDPC est bien huilée
pour nous préparer des cours à chaque fois que se présente l'échéance d'une élection électorale. Bon, maintenant, au regard du climat qui est le nôtre, vous savez, en 2018, notre pays est passé par de nombreux remous, pré- et post-électoraux, bien évidemment, qui n'ont pas véritablement donné l'image d'un pays qui aspire à une démocratie stable. Parce qu'on a eu l'impression qu'il suffisait d'un tout petit peu pour que le pays s'embrasse, mais Dieu voulant et merci, parce qu'on a quand même pu avoir par la suite des acteurs politiques qui ont pu comprendre les enjeux d'avoir une élection plus ou moins apaisée, malgré tout ce que l'on peut reprocher au processus électoral. Parce que, il faut le dire, au sortir des élections de 2018, le principal parti vainqueur, celui qui est sorti deuxième aux élections, le MRC bien évidemment, qui n'est pas représenté sur ce plateau, se plaignait de ce qu'il y avait eu un hold-up électoral. Et on a eu un ensemble de manifestations et autres qui ont abouti à un contentieux post-électoral assez surchauffé quand même. Et par des revendications qui ont continué des années durant. On a l'impression, cette année, au vu quand même de la mobilisation, de la forte mobilisation sur le terrain, mais également des messages de haine qui ont pratiquement meublé les espaces de communication publique tels que les réseaux sociaux et autres durant toutes ces années préparatoires de cette échéance électorale, que le cas de 2018 ne nous a pas véritablement été d'un avantage assez conséquent pour la prise de conscience générale. Bon, voilà la raison pour laquelle nous appelons les acteurs, bien évidemment, qui iront bientôt encore défendre des projets de société à une responsabilisation de leurs militants et bien évidemment pour permettre une élection apaisée au sorti du 12 octobre. Yves Abaman, contexte tranquille? Bon, je ne peux pas dire contexte tranquille. Je remarque que, et là je vais un peu remonter à 2004, j'aime bien m'appuyer sur 2004, je laisse un peu ce qui s'est fait avant. J'ai remarqué que de 2004 à 2011 jusqu'en 2018, à chaque fois qu'une élection approche, le contexte se tend. Donc, et 2004, on entendait ce qu'on entend aujourd'hui, peut-être même longtemps avant, c'était autour de 5-6 mois. En 2011, c'était pareil et j'ai le sentiment qu'en 2011, c'était encore plus véhément parce que 3 ans auparavant, on venait de faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Vous savez ce qu'il y a eu comme événement. Et du coup, les uns et les autres faisaient de l'élection de 2011 vraiment la fin du système, une question de vie ou de mort. Mais ce moment-là est passé et si j'essaye de me souvenir, il n'y a pas eu beaucoup de casse malgré les discours. 2018, c'était pareil. L'arrivée des nouveaux acteurs avec un discours beaucoup plus clivant, un discours beaucoup plus ethniciste, a fait que la société camerounaise soit encore plus au bord de l'implosion. Mais on a résisté à 2018 et donc je pense que 2025 ne peut pas avoir la même violence que 2018. Tout le monde dit oui, c'est la fin du système, il faut qu'il parte, il faut que les 43 ans s'arrêtent. C'est un discours, c'est une rhétorique qui est propre aux opposants et nous comprenons, c'est le moment du marché politique. Mais au-delà de cette rhétorique, vraiment, même en regardant les réseaux sociaux, les insultes, les appels à la haine et autres, on n'a pas le sentiment que le Cameroun est ce genre de pays où, pour une simple élection, on court le risque de nous retrouver dans des situations incontrôlables. Non, j'ai l'impression que les Camerounais, au-delà du discours, ont une certaine maturité politique que beaucoup de peuples n'ont pas. Nous ne vivons pas dans le même pays, Michel. Non, on vit dans le même pays. On vit dans le même pays. J'ai pris, vous voyez, je suis parti de 2004. Je pars de 2004. J'ai pris 2011 où c'était plus violent. J'ai pris 2018 où la violence n'avait même pas atteint la violence de 2011. Sauf que la particularité en 2018, c'était quoi? La particularité, c'est que les gens ont voulu vraiment transformer l'élection en contentieux tribal. Vous voyez, maintenant, 2025, cette volonté de transformer l'élection en événement tribal, elle n'est pas très visible, du moins pas encore pour le moment. On ne sent pas cette tribalisation comme on la sentait en 2018. Ce qu'on remarque, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a une certaine violence. Sur les réseaux sociaux, il y a de la stigmatisation, parfois même sur les plateaux de télévision, parce qu'on a connu un moment assez tendu ici, et ça date de moins d'1 an, où ça allait dans tous les sens. Sur les plateaux de télévision, il y a des choses qu'on disait qu'on n'aurait jamais entendues auparavant. Vous voyez? Mais la température est retombée et les choses se déroulent tant bien que mal. Bref, monsieur le député, je veux dire que nous ne sommes pas dans une situation de totale ataraxie,
Mais nous sommes dans un environnement qu'on peut comprendre, eu égard à ce qu'on a déjà vécu dans ce pays. Toutes les élections, je dis bien toutes les élections présidentielles, sont des moments de grande tension. Les gens font des déclarations parfois qui dépassent leurs pensées et quand le moment passe, tout le monde revient à la raison. Il faut que cette maturité du peuple camerounais, cette maturité des acteurs politiques camerounais continue d'être préservée, nonobstant quelques brebis galeuses, parce qu'il y en a qui ont vraiment la volonté de mettre le feu à la maison, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état d'esprit où c'est moi où ça brûle. Malheureusement pour eux, ils sont contrôlables. Malheureusement, ils ne sont pas suivis par l'ensemble de la société parce que la maturité des Camerounais dont je parle tient à ce que, nonobstant leurs vicissitudes, ils restent dans... Ils sont contrôlables, c'est-à-dire encadrés par... Non, quand je dis ils sont contrôlables, ils sont encadrés par les lois de la République et tous les instruments qui vont avec. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas, on n'est pas dans une société de répression, on est dans une société de liberté, mais il serait bien que chacun exerce sa liberté dans le cadre des limites imparties par la loi. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de dire. Le moment est tendu parce que le moment doit être tendu. Et je vous dis que si vous posez la même question au sujet de la dernière élection présidentielle, par exemple, aux États-Unis, vous interrogez le climat post-électoral, préélectoral, je vous assure, vous arrivez à ces mêmes constats. La démocratie, malheureusement, est porteuse de violence. J'ai suivi un documentaire à France 24 qui essayait un peu de faire un inventaire des insultes, des vulgarités que se balancent les politiciens aux États-Unis pendant les périodes électorales. J'étais surpris de trouver un monsieur comme Barack Obama dans ce jeu-là. Vous voyez, donc même les personnes, et quand je dis Barack Obama, vous voyez quelqu'un dont la classe et l'élégance discursive sont connues, elles ne se discutent pas. Mais pendant un moment d'aussi grande compétition politique, vous voyez que même les personnes les plus polies cèdent parfois à la tentative de peindre l'autre en noir ou de balancer un mot plus haut. Docteur Yamsi, sur le climat. Le peuple uni pour la rénovation sociale a vu que le climat était meilleur. C'est pourquoi notre champion est allé aux élections. Mais il faut convoquer réellement l'actualité politique au Cameroun. Est-ce que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ont été pacifiés pour que nous allions aux élections? Oui. Si nous allons aux élections, c'est parce que l'ECAM et... Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont pacifiés. Je dis que si, la question que j'ai posée, est-ce que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont pacifiés? Je pose la question donc à l'ECAM. Nous allons aux élections, est-ce que cela a été fait dans les règles de l'art? Maintenant, on s'interroge. Allons aux élections. Est-ce que 8 régions du Cameroun peuvent facilement investir un président selon le rapport de l'ECAM? Alors, autant de questions ont taraudé l'esprit, mais je pense que les acteurs politiques se sont rendus compte qu'il fallait aller aux élections. Et puisque nous, au PURS, nous sommes républicains, et dans la République, il faut d'abord satisfaire l'esprit de la République, c'est-à-dire quoi? Une unité du Cameroun, une identité, une souveraineté. Si le président Paul Biya dit que le Cameroun est un pays souverain et qu'il tient encore les manettes de son pouvoir, c'est pourquoi il va aux élections avec tous ceux qui l'accompagneront. Maintenant, est-ce que nous allons vivre des élections dans toute une sérénité? Nous attendons voir le jour J. Le corps électoral a été convoqué. Et nous, au PUS, nous allons présenter notre candidature acquis de droit et elle sera validée. Voilà comment nous pensons pouvoir demander à nos 4 millions d'électeurs qui nous suivront et qui nous feront confiance d'être tout simplement attentifs et de regarder et de voter juste ce qui est bien fait. Alors, dans le contexte, avez-vous le sentiment que les partis ont les mêmes chances de mobilisation, de campagne, de déploiement maintenant que le corps électoral est convoqué et puis en attendant la perspective évidemment de l'ouverture officielle de la campagne électorale, je crois 2 semaines avant le scrutin, est-ce qu'on peut dire, vous par exemple qui êtes là, vous mouvoir, permettre des réunions, des manifestations, des meetings, est-ce que vous pensez être en capacité de le faire, de faire ce déploiement? Depuis Tatongo, mon président national qui est investi, le premier secteur du PUS qui a été investi comme candidat à l'élection présidentielle, vient de faire une tournée dans le Grand Nord, où il a eu ce que j'aurais appelé des consultations positives. Et je pense que j'accompagnerai ce projet dans les autres 7 régions du Cameroun pour susciter un engouement, surtout pour une jeunesse interpellative, parce que cette jeunesse-là se retrouve envers nous. Voyez-vous, tout ce bruit qui se passe, c'est par rapport à un âge politique. D'aucuns ont été exclus par la politique. Le lien? Mais je vais vous expliquer. D'accord. Je suis dans une phase critique et analytique. Nous sommes sur une pyramide.
Dans cette pyramide, nous allons décréter Maslow. Tous ceux qui sont âgés de plus de 70 ans et qui n'ont pas pu servir le président Paul Biya à des multiples fonctions de la République seront hors jeu, puisque le président Paul Biya se représente. Il aura 99 ans, eux, ils auront 83 ans. Et vous allez vous rendre compte que ces jeunes qui entrent... Le président se représente à 99 ans. Je suis en train de vous dire que mandat, à la fin de 99 ans, si le président Paul Biya se représente encore, ceux-là le suivront avec 89 ans. Or, nous sommes dans ce qu'on appelle une destinée à clivage hégémonique. Ces anciens amis qui ont milité dans le parti unique, qui ont milité dans le RDPC et ont été fusilés parce qu'ils n'ont pas été à la mangeoire, se retrouvant non opposants, ce sont eux qui font des bruits. Nyamsi Pouli n'a jamais milité quelque part, c'est Jesper Matumba. Nous avons répondu à l'appel d'un monsieur le président Paul Biya. Et nous n'avions pas fait comme ceux qui font aujourd'hui. Nous nous sommes donc retirés comme des handicapés dans une foule. Nous avions vu où la politique y allait et nous avions décidé d'être dans un parti souverain qui a une identité haute de l'identité que les hommes politiques proposent aujourd'hui au Cameroun. C'est pourquoi nous ne sommes pas contents de cette gestion plus ou moins calamiteuse, non loin du bois électoral, qui est de 43 ans de stagnation, parti des grandes ambitions, les grandes opportunités, les grandes réalisations, où la force de l'expérience est arrivée craquetant dans un civeau. Le président n'a plus rien à proposer à la jeunesse. Sauf que je m'en vais très heureux et très content qu'il se présente parce qu'il ira avec un certain bord politique, c'est-à-dire ses opposants d'il y a de cela 25-30 ans. Le président va partir avec tous ses opposants, c'est-à-dire au loin, il va avec 99 ans, ses opposants le suivront avec 84-85 ans. Vous voyez que cette jeunesse qui est née en 2000 aura d'ici 10 ans, 35 ans, et cette jeunesse trouvera que le docteur Nyamsi avait prédit que le président ira avec ses opposants. Donc, en d'autres termes, pour vous, le président ouvre la porte à des candidats comme le vôtre qui seraient plus jeunes, une génération ou 2 ou 3 générations bien en arrière, entraînant avec lui tous ceux qui sont plus ou moins dans son âge environnant. Vous m'aviez compris comme ce qu'on aurait appelé de l'élocution à une classe élémentaire dans une école primaire bien structurée au Cameroun. Pour vous dire quoi, monsieur le député, Paul Biya a attendu pendant 20 ans pour arriver à la magistrature suprême. Serge Espoir Matumba est à sa 2e élection présidentielle. Vous voyez que les similitudes qui arrivent au Cameroun sont telles que lorsque le soir du président sera donc arrivé à ce qu'on aura appelé qui sera fatigué, ne pourra plus gérer le pays, il aura 99 ans, il ira dans sa mort politique, suivez bien décrypter cela, avec tout ce bois d'opposants qui sont là depuis 1992. Tous ces gens-là auront 84 ans, d'aucuns 90 ans. Et cette jeunesse de 2000, qui a 25 ans aujourd'hui, me donnera raison quand cette jeunesse aura 35 ans d'ici 10 ans. Et cette jeunesse verra que d'ici 10 ans, Serge Espoir Matumba, Dr Nyamsi, Dr Bonomo et le reste des candidats et militants du PUS pourront être ce miroir qui va prendre le rétroviseur de l'histoire et leur dire nous avions prédit la mort de tous ces opposants qui n'ont pas servi le Cameroun et qui ont plutôt passé le temps à applaudir le président de la République. Voilà une lecture politique. C'est pourquoi nous, au PUS, nous pensons que nous irons aux élections présidentielles 2025. Nous irons encore aux élections présidentielles en 2032. Et à l'émergence du Cameroun, nous y serons. Mais est-ce que ces opposants là pourront arriver en 2035? C'est pourquoi j'ai parlé que le destin étant capricieux et la médecine moderne n'étant pas Dieu, il faut comprendre que cette jeunesse attendra mon programme, mon projet de société et adhérera très facilement parce que nous serons ce qu'on appelle les caciques et les coadjures de la politique d'ici quelques années. Nous sommes vraiment dans la phase propagande. Il va vraiment la question est de savoir si vous avez la même sérénité ou alors si les partis ont-ils les mêmes libertés pour faire campagne. On peut également m'interroger leur déploiement médiatique, les conditions de déploiement sur le terrain, comment est-ce qu'elles sont encadrées, j'ai failli dire même protégées par les institutions sécuritaires nationales. Est-ce que tous les partis partent du même pied? Est-ce que tous les partis ont les mêmes chances de ce déploiement-là, pour ce déploiement? Oui, avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur un élément qui a été évoqué par un ou 2 éléments par le docteur Nyamsi. Bon, il demande s'il y aura élection au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, je voudrais vous faire remarquer que les 2 zones
aujourd'hui sont dans une situation beaucoup plus, je ne vais pas dire de pacification totale, mais beaucoup plus apaisée qu'en 2018, on peut au moins se le reconnaître. Or, vous savez que dans ces mêmes conditions, en 2018, il y a eu élection de ce côté. Donc, si on a évolué dans le niveau de violence, pourquoi ne pas permettre à nos frères... On connaît les conditions dans lesquelles les élections sont déroulées dans ce... Oui, et vous savez, c'est un défi national parce que le citoyen camerounais, où qu'il se trouve sur le territoire national, doit jouir de ses droits civiques. Et vous savez que quand on définit la citoyenneté, je parle sous le contrôle du Dr Yamsi, elle est toujours liée à la jouissance des droits politiques. Donc il ne faudrait pas qu'un Camerounais, sous le prétexte qu'il est du coup dans la zone anglophone, se retrouve en train de, soit dans l'incapacité de jouir de ses droits civiques. Donc il y aura élection de ce côté-là. Et c'est un défi sécuritaire majeur parce que le président de la République avait dit qu'il ne cédera même pas un centimètre du territoire camerounais si on laisse nos frères de l'autre côté dans l'incapacité de voter. Ça donnera le sentiment qu'on a cédé le terrain. On ne cède le terrain à personne. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, le Dr Yamsi parle de 43 ans de stagnation et je comprends, vous avez dit quelque part que c'est un moment de propagande. C'est vraiment un moment de propagande politique. Mais si on veut entrer dans les 43 ans du président Biya, et je profite pour vous dire, vous, Dr Yamsi, que effectivement, avec vous, avec les acteurs comme mon frère d'à côté, on peut discuter du bilan des 43 ans. Ce matin, j'ai refusé d'en parler dans un média face aux représentants d'un parti dirigé par un ancien ministre. J'ai dit, je ne peux pas discuter du bilan du RDPC face à un parti qui est représenté qui est dirigé par un ancien ministre. Ça n'a pas de sens. Donc, je dis pour les 43 ans, en réalité, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Si on regarde Yaoundé, Douala, pour ne prendre que ces deux villes-là, dans les années 80-82, on les regarde aujourd'hui, vraiment les villes ont grandi, les infrastructures ont suivi. Peut-être qu'elles n'ont pas suivi le rythme de la croissance de la population, parce que la population a cru de façon surexponentielle. Les infrastructures dans tous les secteurs ont également cru, mais la croissance n'a pas suivi la vitesse de la croissance de la population. Conséquence, on a toujours des plaintes, comme partout ailleurs. Il y a toujours des Camerounais qui vous posent des problèmes d'eau, les problèmes de lumière, les problèmes de route. C'est normal. Les problèmes d'école même, les problèmes de proximité à l'hôpital, on peut comprendre ça. Mais quand on a fini de comprendre ça, on est obligé de reconnaître que secteur par secteur, l'évolution a été vraiment importante. On ne peut pas le nier. Peut-être ça ne couvre pas tout le monde, mais l'évolution est là. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Oui, Dr Yamsi, on aurait pu faire mieux. Vous savez, vous et moi, nous sommes enseignants. Il y a des enfants qui vous remettent la copie. Vous mettez par exemple 14, 15 sur 20, mais vous vous dites que cet enfant, avec un peu plus de concentration, il aurait pu aller plus loin. C'est le sentiment que nous avons au RDPC et le président Biya est le premier à en parler. Souvenez-vous de ces discours où il tense les membres de son gouvernement. Il leur dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à ce problème? Qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à telle autre situation? Vous voyez? Donc, on n'est pas dans un environnement de dire que non, tout est bien, ce qui critique dérange, parce qu'au-delà des opposants, il y a des citoyens responsables de la société qui se plaignent d'un certain nombre de choses et qui ont raison de se plaindre. Vous voyez? Donc, à ces citoyens-là, nous disons que nous demandons de prendre le mal en patience. Il n'y aura pas un moment, on ne fera pas du Cameroun, même si on prend le mandat de 2025, il n'y a pas de doute, on va le prendre. On ne fera pas du Cameroun un paradis, mais on travaillera toujours pour essayer de résoudre au mieux toutes les insatisfactions. Donc voilà la posture qui est celle du RDPC. Maintenant, sur le cas le climat, est-ce que tout le monde se sent en sécurité? Je pense que vous posez aussi la question des temps de parole, la question des interventions sur les plateaux de télévision. Je peux déjà vous dire qu'au stade où nous sommes, aucun média, à mon avis, à ma connaissance, n'a été interdit de recevoir aucun parti politique. Aucun média n'a été menacé de fermeture au cas où il donnerait la parole à tel ou tel autre parti politique. Peut-être me direz-vous que les médias à capitaux publics, ils peuvent poser un problème de temps de parole ou de temps d'antenne, tout ça et autres. Mais nous ne sommes pas encore, ça c'est dès la voilà, parce que je pensais que vous alliez me poser ce problème-là. Mais je voudrais dire que nous ne sommes pas encore. Jusqu'au moment où nous parlons, les portes de tous les médias sont ouvertes à toutes les formations politiques. Vous savez que les formations politiques qui ont choisi de parler dans certains Bien entendu, ça ce sont des choix individuels. Et actuellement, c'est vous les grands patrons. Quand j'ai vous les grands patrons, c'est vous les médias. C'est vous qui invitez qui vous voulez. Maintenant, c'est à vous de mettre un peu de votre doigté pour ne pas donner le sentiment à la population que vous avez des camps. Parce qu'il y a beaucoup de médias.
par exemple, dont les lignes et les invités sont connus à l'avance. Si vous me dites débat sur la chaîne Tantampion, je peux vous dire, ah, vous aurez tel autre comme invité. Il y a des émissions où on a le sentiment que dès qu'on prend l'ORDP, si on met là, on lui cherche 3 ou 4 bons hommes qui vont venir donner des coups de poing, et c'est toujours les bons hommes, presque de la même formation politique. Ça dérange un peu que les médias jouent leur rôle, que chacun se mette que chacun donne la possibilité à l'expression de la diversité. Et je suis heureux, un média comme le vôtre, vous permettez à la diversité de s'exprimer. Vous voyez, et quand je le dis, je le dis autant pour les médias anti-gouvernementaux que pour les médias pro-gouvernementaux. Hein. Donc il faut que tout le monde essaie de respecter la diversité. Il n'y a pas une seule opinion qui doit prospérer. Il faut que toutes les opinions prospèrent. Parce que l'environnement de violence qu'on dit éviter, on l'évite encore mieux quand on donne la parole à tout le monde. Et vous savez que quelqu'un qui parle, il ne peut pas étouffer de l'intérieur. Or, quand on empêche que les gens parlent, à un moment donné, ils vont se fatiguer et quand ils auront l'occasion d'aller sur les réseaux sociaux, ils pourront dire des choses qui, malheureusement, on ne pourra plus contrôler. Donc, de manière globale, sans avoir un environnement à 100% parfait, je me permets quand même de dire que le contexte est bon. Je me permets de dire qu'on est dans une espèce de jeu d'égalité de chance, même si quelqu'un a démontré, bon, peut-être qu'il n'y a pas équité dedans parce que quelqu'un a fait la démonstration de ce que l'équité n'existe pas, mais on peut faire une certaine égalité, hein. Bon, pas l'équité, l'égalité n'existe pas, mais on peut faire une certaine équité. Vous voyez, on est dans un environnement où le fort, quand il va à la compétition, malheureusement, il va avec ses moyens et il arrive que de temps en temps, ses moyens bousculent tel faible et qu'on ait le sentiment que le jeu est déséquilibré. Et quand je parle du fort ici, je parle du RDPC, il entre dans la compétition avec tous ses atouts. Bon, qu'est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on va bouder d'être aussi fort? Non. On peut pas. Rodolphe, je poursuis avec vous pour ce tour de table. On va parler à présent de l'inclusivité, effectivement électorale, pour savoir si les jeunes, les femmes, la diaspora, les populations qui sont peut-être des zones en crise, tous ces gens-là peuvent-ils pleinement participer à ces élections qui sont convoquées, pour le 12 octobre. La situation que c'est peut-être des cadres national d'identité, là également ça peut être un élément excluant certains acteurs. La question du fichier électoral, est-ce que tous ces paramètres-là vous donnent le sentiment qu'il y a inclusivité des populations à se mobiliser pour aller voter? Tout au moins les 8 millions et plus d'inscrits. Alors, les 8 millions d'inscrits, je vais vous donner 3 trajectoires de lecture. D'accord. Vous savez, en matière de sciences politiques, les gens doivent être très pondérés, très tempérés. Qui est électeur au Cameroun? C'est celui qui a sa pièce nationale d'identité et qui s'est fait enrôler. Et s'il s'est fait enrôler à Yabassi et se retrouvant en Komsamba, en villégiature ou en train de faire un travail administratif où c'est son lieu de résidence, c'est à Yabassi qu'il ira voter. Il faut d'abord cette éducation à la citoyenneté pendant l'élection présidentielle. C'est un rendez-vous entre une personne et son peuple. Au PURS, au Peuple Uni de la Rénovation Sociale, et dans son école ouverte, j'ai passé le temps à expliquer à beaucoup de mes militants et à certains électeurs sympathisants. Attention, si vous êtes fait enrôler à Tchang, si vous n'êtes pas passé par la délégation régionale, par une correspondance, c'est à Tchang que vous irez voter. Donc n'allez pas vous enrôler dans un funérail, dans un deuil, ou pendant une manifestation heureuse dans une région du Cameroun, et revenir sur Douala, croyant que vous allez voter à Douala. Non, vous allez voter où vous allez. Sinon, vous allez faire ce qu'on appelle la demande administrative. Ça, c'est au cas du Cameroun, la première trajectoire de lecture. La deuxième trajectoire de lecture, c'est à l'étranger. Je suis parmi ces Camerounais aux élections de 2011, qui étaient très fiers que nous votions à l'extérieur. Mais sauf que beaucoup de Camerounais ne disent pas la troisième de couverture de leur passeport. Les ambassades et les consulats camerounais sont dans des pays bien indiqués. Je vous prends l'exemple d'un pays quand j'étais à l'AUF, à l'Agence universelle de la francophonie. On partait de la Mauritanie pour aller voter au Sénégal. On partait de la Gambie pour venir voter au Sénégal. Parce que l'État n'avait pas mis les dispositions pour qu'on vote dans ces pays. La représentation de l'ambassade et consulaire avait un seul pays, le Sénégal plénipotentiaire. C'est la même chose qui se passera en Europe de l'Est, où certains Camerounais doivent faire le déplacement pour aller voter. Ça, c'est une grille de lecture. Vous vous enrôlez, vous allez vous déplacer pour aller voter là où il y a la représentation diplomatique. Sauf si l'État va se déployer différemment pour que le quota des Camerounais X, Y, Z
donne un bureau de vote, les États-Unis d'Amérique où il y a une grande colonie camerounaise et au Canada, vous allez vous rendre compte que certains qui bavardent dans les réseaux sociaux et qui parlent là ne pourront pas avoir le transport pour aller voter où la représentation diplomatique a mis un bureau de vote. Ils sont dans l'agitation. La troisième grille de lecture, c'est n'oublions pas qu'il y a des Camerounais sympathisants à la politique du Cameroun mais qui ne sont plus Camerounais. Vous avez vu les meetings qui se passent en Europe là. Pas très longtemps, j'étais dans un territoire européen, j'ai assisté à une réunion de Camerounais, mais ces Camerounais ne sont pas des électeurs. Puisque chez nous, pour être électeur, il faut avoir la nationalité camerounaise. Donc, ces frères camerounais qui, pour des raisons sociales, ou pour des raisons économiques, ou pour des raisons de survie à l'étranger, qui ont décidé d'arborer une nationalité étrangère, ne sont pas militants, ne sont pas électeurs. Ils sont sympathisants de voir comment s'effectuera la politique au Cameroun. C'est pourquoi cette élection ne sera pas inclusive. Il faut le savoir. Parce que ça a déjà montré des exclusions de par les trajectoires de lecture. Voilà. Mais les exclusions que vous citez, du moins vous avez pris par exemple le cas de ceux qui ne sont plus camerounais. Oui. Mais pourquoi vous considérez cela comme une exclusion? Parce qu'ils sont très nombreux à bavarder dans les réseaux sociaux et à décrypter un lendemain politique camerounais voulant faire la politique à l'extérieur. Or, la politique doit se faire selon les règles de l'art en respectant les canons de l'administration bien D'accord, je vous laisse poursuivre. Les autres vont prendre la parole aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une synthèse d'exclusion au Cameroun. Vous savez que M. Atanganji, que je respecte beaucoup et que j'ai connu et que j'ai lu dans ses différentes sorties, est le patron des partis politiques au Cameroun. C'est l'instance de la plus grande gouvernance des partis politiques. Alors, chaque parti politique n'ayant pas fait sa mue et n'ayant pas regardé l'orthodoxie de ce qui se présente pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, va s'exposer à un jargon politico-administratif irrécevable. Les candidatures de certains candidats, autant pour moi, adopter mon pléonasme redondant, ces candidatures seront irrécevables. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, si vous n'avez pas les 300 signatures, vous ne pouvez pas être candidat si vous êtes indépendant. Si un parti ne vous a pas investi selon l'orthodoxie et les statuts et règlements de ce parti, vous ne pouviez pas. Et si la clause d'élection, je peux dire la clause élective, qui cadre avec la Constitution et le Code électoral, n'est pas respectée par un certain nombre de concurrents, vous serez disqualifié. Alors lorsqu'on a fini de le dire, il faut que nous ayons ce qu'on appelle, pour terminer, dans la pyramide de Maslow, le besoin de réalisation de soi. Que chacun puisse se réaliser comme un potentiel Camerounais qui va faire la chose belle de son pays. Sur l'inclusivité électorale. J'ai la faiblesse de penser que le docteur Yamsi, à mon avis, il se trompe un peu. Il se trompe un peu. Pourquoi? Il se trompe un peu parce que les éléments qu'il a donnés, d'après ma perception, concourent plutôt à démontrer de l'élection au Cameroun. Parce qu'il vous cite les ressortissants camerounais, ou plutôt les originaires du Cameroun, qui ont pris d'autres nationalités et qui, de fait, ne peuvent plus voter. Vous savez que selon les lois sur la nationalité, selon le code électoral camerounais, pour prendre part au vote, il faut être de nationalité camerounaise. Vous voyez, or, quand quelqu'un a pris une nationalité autre, et vous savez que prendre la nationalité autre signifie perdre la nationalité camerounaise, et qu'on lui demande de ne pas voter, je ne vois pas en quoi il est exclu, puisque l'élection est réservée aux Camerounais de l'intérieur. Donc, maintenant, sur la question de ceux qui doivent se déplacer, doivent partir de part et d'autre pour aller voter, je voudrais dire que, et heureusement, lui-même en a parlé au début de son propos, le code électoral a prévu un certain nombre d'aménagements. Si, par exemple, ici à Douala, je passe de Douala 3 pour Douala 5, bon, peut-être je n'ai plus le temps de le faire maintenant que le corps électoral a été convoqué, mais j'aurais pu. Il y a eu moins d'une semaine, là, je me rends quelque part dans une agence Elecam et je signale le changement de domicile. Une fois, on va changer mon bureau de vote. C'est la même chose pour ceux qui sont inscrits au village, ceux qui sont inscrits dans d'autres villes. Donc, toutes les mesures ont été prises pour que aucun Camerounais sur l'ensemble du territoire ne soit mis en marge et même à l'extérieur. Et vous allez remarquer quelque chose, M. Dipita, vous allez vous rendre compte que le nombre de bureaux de vote va croître
entre 2018 et 2025. Pourquoi il va croître? Parce que déjà, le fichier électoral lui-même a grandi, la population camerounaise a grandi, il y a des électeurs dans des coins où il n'y avait pas de bureau de vote avant, et l'ECAM sera obligé de s'adapter. Il y a un défi logistique auquel il va répondre. Vous voyez? Donc, toutes les mesures sont prises pour que chaque Camerounais jouisse de son droit de vote, que chaque Camerounais participe à l'élection de son président. Maintenant, si les Camerounais, pour des raisons que je peux dire fallacieuses, liées à certains acteurs politiques, parce que, je vais vous dire, il y a des opposants qui viennent sur les plateaux de télévision et quand ils se mettent à parler, vous vous demandez, mais pourquoi ils vont aux élections si tout ce qu'ils disent là est vrai? Ils tirent sur l'ECAM, ils tirent sur le Conseil constitutionnel. Récemment, c'est l'ONU qui viennent au secours du conseil électoral de l'ECAM. Et vous voyez des acteurs politiques qui sortent pour vous dire « Ah, on va organiser la forfaiture au Cameroun avec l'aide de l'ONU. » Et entre-temps, le citoyen écoute ça. Vous voyez, le citoyen que vous appelez à s'inscrire sur les listes... Le citoyen que vous appelez à s'inscrire sur les listes électorales vous entend dire que là, vous allez là, vraiment, le camp contre lequel vous allez a déjà l'arbitre, il a les juges de touche, il a tout le monde. Sincèrement, vous pensez que ce citoyen-là est motivé à venir voter? Vous pensez que ce citoyen-là va se dire que sa voix comptera s'il vote? Non, il faut que pour une plus grande inclusion de notre système politique, vraiment que les acteurs aient des discours responsables. Je ne peux pas venir sur un plateau de télévision, je ne peux pas descendre dans les quartiers, je dis aux populations, venez vous inscrire. J'ai même vu certains aller avec les haut-parleurs, vraiment, ils sortir les gens des maisons. Je ne peux pas faire tout ce travail et revenir encore le saper sur les plateaux de télévision en disant, vraiment, on n'est même pas sûr, parce que Elekama fait ci, Elekama fait ça. Non. Laissons le juge électoral. Disons-nous que dans un jeu politique, il faut qu'on ait ce qu'on appelle la masse critique. Si moi j'étais opposant, parce qu'ils estiment que nous sommes là alors que nous ne devions pas être là, si j'étais opposant, au lieu de passer mon temps à tirer sur les cams, je ferais tout pour que l'abstention soit la moins faible du monde, je ferais tout pour que le maximum de citoyens s'inscrivent pour qu'on atteigne ce qu'on appelle la masse critique. Et là, le docteur peut nous en parler. Et quand on a la masse critique, on est mieux placé pour mesurer la rationalité du résultat ou pas. J'ai toujours pris ici, sur les plateaux de télévision, l'exemple sénégalais. Il y en a qui ont parlé du Sénégal juste pour des affaires de 50 morts. Mais ils auraient dû vous montrer le travail qui a été fait par les deux qui sont actuellement au pouvoir, le Premier ministre Sonko et le président Diomaye. Ils ont pris pratiquement 4 ans pour sillonner le Sénégal, 4 ans pour parler aux Sénégalais, 4 ans pour convaincre les Sénégalais de ce que l'alternative c'était eux. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le discours a pris, la population s'est retrouvée massivement derrière eux. Et je rappelle qu'eux aussi, à des moments, accusaient le camp Macky Sall de tricherie. Hein. Donc ils estimaient que l'organe électoral, c'est pas bon. Ils estimaient que le Conseil constitutionnel, c'est pas bon. Mais ils ont vu qu'avec la mobilisation populaire derrière eux, tout a changé. Donc il faut que les opposants camerounais essaient de s'inspirer de ce cas-là. De manière positive, qu'on ne regarde pas seulement les 50 morts, encore qu'il n'y a pas eu 50 morts là-bas pour qu'ils arrivent au pouvoir, parce que l'élection s'est bien passée, comme l'avait dit un jeune Sénégalais. Donc il faut que les opposants camerounais, ou les hommes politiques de manière générale, parce que certains nous reprochent aussi à nous, au RDPC, parfois souvent des formes de discours qui peuvent choquer, mais il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, qu'ils comprennent que pour une plus grande inclusivité de notre système politique, nous devons avoir des discours responsables. On ne peut pas demander aux uns aux autres de venir participer aux jeux citoyens et tenir des discours qui vont les décourager, des discours qui vont leur donner le sentiment que les dés sont pipés à l'avance. Ce n'est pas sérieux. Sur l'inclusivité. Et puis, M. Lupita, vous me permettrez quand même de faire une petite remarque. Parce que la question précédente, je n'ai pas répondu, je n'ai pas du tout eu un temps de parole. Je vous laisse le temps. Et pourtant, nous parlions de quelque chose d'intéressant. Je vous laisse le temps nécessaire, vous pouvez répondre et vous revenez sur l'inclusivité. Merci beaucoup, je vous remercie. En prie. Bon, justement, puisque tout à l'heure nous parlions de la question de savoir si tous les partis partent avec le même moyen, je suis un tout petit peu peiné parce que j'ai du mal à cerner la position qui est celle du Dr Nyamsi. J'ai l'impression que M. Yves Babama du RDPC est plus conséquent en ce qui concerne les réalités. Même maintenant, quelle est votre position, vous? Électoral au Cameroun. En réalité, nous ne partons pas tous avec les mêmes moyens. Vous avez un parti qui s'est accaparé pratiquement tous les moyens de l'État, qui les utilise pour pouvoir aboutir à une victoire
permanemment aux victoires aux échéances électorales. Je prends tout simplement le cas de la CATV. On parlait tout à l'heure des médias. Pour ne prendre que ce petit cas-là. La CATV, dans pratiquement tous ses programmes, s'est transformé en une caisse de résonance. Moi, vous pouvez l'observer, monsieur le député. Moi, je vous parle par exemple de CATV Web, parce que pour moi qui suis très connecté. Vous êtes aussi d'accord qu'on va se faire au moins la politesse de ne pas parler des confrères? Oui, on en parlera. Je ne parle pas des confrères, je parle tout simplement de la chaîne qui est une chaîne publique. Oui, mais vous n'avez pas fait la promotion de la chaîne publique sur notre chaîne privée. Non, je ne fais pas la promotion, je vous dis simplement que la chaîne qui est celle... Donc faites une observation d'ordre général. Ok, d'ordre général, c'est-à-dire que nous payons des taxes pour une chaîne, on a les redevances qu'on reverse. C'est compris, allons-y poursuivre. Voilà, ok, bon. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure que nous ne partons pas avec les mêmes moyens parce que le RDPC va avec les moyens de l'État. On parlera même d'une espèce de collusion entre les instants qui sont chargés du processus électoral et le RDPC. Donc, du coup, il serait un tout petit peu malhonnête de dire que tous les partis partent avec les mêmes moyens. Maintenant, au-delà de cela, il y a également des questions internes ou des capacités internes parce que tous les partis ne jugent pas quand même d'une couverture nationale. Ça, c'est la faute aux partis. Bon, ça, c'est la faute aux partis. Qui sont en incapacité de déploiement. Effectivement, parce qu'il y a également des partis qui sont des partis départementaux, d'autres qui ont tout simplement, qui sont réduits à une échelle régionale et autres. Je prends mais c'est le cas de tous les partis d'opposition. Je prends pratiquement le cas, comme le disait Yves tout à l'heure, cette année, on aura peut-être besoin de plus de 25 000 scrutateurs. Vous voyez, réunir 25 000 scrutateurs, les former, les capacités à pouvoir surveiller dans le bureau de vote, ce n'est pas évident. Cela demande des moyens logistiques importants, cela demande des moyens financiers même également. Lever des fonds n'est pas évident et ce n'est pas la chose la plus aisée. Donc, nous ne partons pas tous avec les mêmes moyens et peut-être que la situation aurait été autre si on avait une formulation tout au moins du financement des partis politiques. Mais j'ai envie de vous demander pourquoi partez-vous donc? Nous sommes dans l'esprit républicain. D'accord. Parce que, figurez-vous, monsieur Dipita, nous réussissons à battre le RDPC. Là, vous vous déployez. Là, on se déploie, on réussit à battre le RDPC. Donc, au moins, on ne va pas perdre de vue également le climat, qui est un contexte parce que c'est l'élection présidentielle. Et l'élection, forcément, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Comme le disait tout à l'heure le docteur Niamsi, même si, bien évidemment, avec les moyens de l'État, nous avons plus l'impression que c'est la rencontre d'une machine avec son peuple qui l'écrase systématiquement à chaque fois. Bon, quand je quitte cette question-là, je reviens à celle de l'inclusivité. Bien évidemment, avec 8 millions d'électeurs potentiels et plus sur 30 millions d'habitants, on ne pourrait pas parler d'une représentativité certaine. Mais tout au moins, on pourrait dire que cette année, avec la forte mobilisation qu'on a observée, surtout de la catégorie jeune et des femmes, on peut dire quand même que l'élection est de plus en plus inclusive et représentative. Et également, on peut également parler des messages permanents des acteurs politiques qui appelaient à voter, qui appelaient à aller s'inscrire et à s'enrôler. Ces appels ont été suivis parce qu'on observait pratiquement des rangs et c'est sans devant pratiquement tous les points d'enrôlement de l'ECAM. Et cette scène émulation-là, nous la saluons. Nous la saluons même si nous voulions, comme le disait Yves Babama tout à l'heure, atteindre la masse critique électorale qui permettrait, certes, de jauger le niveau d'intéressement des Camerounais à la chose politique, mais qui pourrait également constituer, compte tenu de la limitation des moyens de ces différents partis-là, une entrave pour le déploiement. Non, cette fois c'est Yves qui... Je pourrais répondre s'il te plaît à ce En un mot, d'accord, je vous laisse répondre. Alors quand j'ai parlé d'une inclusion et j'ai parlé de nos frères, c'est parce que nous avions déposé, certains membres de la diaspora, l'épineux problème de la double nationalité. Voilà des Camerounais exclus. Or, tous les autres pays qui concourent à un jeu démocratique moderne sont restés dans une pratique uniquement présidentielle pour la double nationalité, mais que les autres acteurs ayant la double nationalité peuvent concourir à l'expression du vote civique. Voilà ce que nous avions demandé. Dès que le président nous avait répondu en 2011 qu'on pouvait voter à l'extérieur, nous lui avons demandé aussi est-ce que nos frères de la double nationalité ne pouvaient pas aussi entrer dans ce processus électoral. Dès que j'ai fini de loger, j'ai mon dévolu pour vous répondre, Yves Babama. Vous savez, quand on vient en politique, je suis parmi ceux-là qui pensent que la politique dans le champ, tel que fait le PURS, je suis représenté dans toutes les villes du Cameroun avec les délégations régionales. Nous sommes à 30 000 bureaux de vote et je pense pouvoir avoir minimum 60 à 90 000 scrutateurs que je formerai. Pourquoi?
parce que j'ai une adhésion massive d'une jeunesse. Oh, vous aurez les représentants dans tous les bureaux de vote? J'aurai les représentants. C'était déjà le cas en 2018? En 2018, c'était un coup d'essai. En 2018, vous avez annoncé 2020, c'était 100 députés et 300 maires. Permettez-moi, je vais vous répondre. Vous savez, le RDPC n'est pas devenu ceci en un jour. Et vous n'allez pas demander au PS de devenir le RDPC en un jour. Mais comme c'est un chemin, une bataille politique, je vous dis, mon candidat à 46 ans est accompagné par nous les jeunes gens. Nous verrons ce que le Cameroun sera dans 20 ans si nous ne serons pas à Itoudi. D'accord. Yves, on va poursuivre l'échange sur cette fois-ci la crédibilité des institutions qui encadrent ce vote. Et les CAM et le Conseil constitutionnel sont-ils perçus comme neutres? Y a-t-il des garanties suffisantes de transparence et d'équité du scrutin? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais réagir sur le cas de la double nationalité pour dire au docteur Nancy, la double nationalité, oui, mais vous savez que c'est une erreur de chercher à donner le sentiment que les pays africains qui sont contre la double nationalité sont en marge de la marche du monde. Hein. Non, en Occident même, je prends le cas des États-Unis par exemple, et ils n'admettent pas ça. Vous prenez une autre nationalité, vous n'êtes plus américain. Il y a beaucoup d'autres pays où vous prenez même, on permet que vous preniez la double nationalité, mais dès lors qu'il est question d'un certain nombre de droits, vous êtes encadré parce qu'on vous dit que vous ne pouvez pas jouir des mêmes droits à gauche et à droite. Donc, la question de la double nationalité, effectivement, elle doit être revue parce que le Cameroun doit s'ouvrir, mais il faudra qu'on encadre cette double nationalité. Je vais vous prendre un exemple qui va vous faire peur et qui va vous montrer le danger que nous courons dans cette affaire-là. Il vous souvient, et des mémoires de journalistes, là, je fais appel à l'historien de la politique moderne au Cameroun, un monsieur qu'on appelait Thierry Michel Atangana, ici au Cameroun, double nationalité. Donc, il a des difficultés au Cameroun, parce qu'il, par rapport à sa gestion, au moment où la justice camerounaise vient lui dire, monsieur, voilà la situation, il vous dit, ah, je suis français. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez immédiatement l'État français venir défendre son citoyen sur notre territoire, au point où le monsieur a été libéré. Je ne sais pas s'il a payé vraiment pour les situations qu'il a causées au Cameroun. Donc il y a des questions tellement complexes par rapport à la double nationalité qui font qu'on doit mûrir la réflexion avant de prendre une décision. Loin du populisme politique, hein, qu'on sorte de là. Moi, j'ai mon petit frère qui est quelque part en Occident, qui a même déjà pris une autre nationalité. J'aimerais que lui aussi participe au jeu démocratique du pays. Mais il faut, au-delà des cas personnels, vraiment regarder l'ensemble, les intérêts du pays dans son ensemble. Bon, maintenant, je reviens à la question sur les CAM et le Conseil constitutionnel, leur crédibilité. Je voudrais signaler que, en réalité, nous, les Africains, nous avons une particularité, c'est de toujours soupçonner l'autre. Tant que nous ne sommes pas au pouvoir, tant que nous nous appelons opposition et qu'il y a un pouvoir en place, nous jetterons toujours l'opprobre sur les institutions, nous douterons toujours de tel ou de tel autre, nous dirons toujours un certain nombre de choses sur les responsables du jeu politique. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je dis, c'est aussi à Elecam de travailler pour sa crédibilité. Elecam doit travailler pour sa crédibilité comment? Elecam doit communiquer. Vous voyez, et l'ECAM doit faire des efforts technologiques nécessaires parce qu'on ne peut pas comprendre, heureusement ils ont corrigé ça, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, un Camerounais qui est régulièrement inscrit sur les listes électorales ne soit pas en mesure de vérifier que son nom figure effectivement sur les listes avec tout ce qu'on a comme avantage technologique. Je dis bien, heureusement, ils ont corrigé ça. Donc, au moment où nous parlons, je pense qu'un Camerounais d'Ngelmanduka, de l'extrême nord, de je ne sais pas quoi... Personnellement, j'ai essayé, je ne sais pas si j'avais un souci, mais... Vous avez essayé quand? Il y a peut-être 3 ou 4 jours. Non, il faut encore essayer. Actuellement, ça passe. Mais, et justement, c'est par rapport à des au début, il y avait cette difficulté. Voilà. Moi-même, j'ai eu cette difficulté. Et c'est pour ça que je dis que l'ECAM doit faire le saut technologique parce qu'ils ont assez de moyens pour le faire. Il ne faudrait pas que... Parce que cette façon de faire va permettre que certains opposants viennent sur les plateaux et disent « Ah, je suis inscrit, mais je ne peux même pas accéder à mon inscription. Je ne peux pas vérifier. » Non. Le saut technologique doit être fait. Il faut qu'un matériel de qualité soit utilisé de ce côté, de manière à ce qu'on n'ait plus ces ruptures. Si je tape mon nom 10 fois, je dois le voir 10 fois. Ça rassure de plus en plus. Maintenant, sur le reste, je veux dire qu'en réalité, l'ECAM ne peut fonctionner qu'avec la loi. L'ECAM ne fonctionne que sous le respect de la loi. Si tous les acteurs politiques sont de bonne foi, ils ne peuvent pas dire que c'est un organisme qui est partisan. Il y a un faux débat que certains ont lancé sur une liste électorale nationale. J'ai même vu qu'un acteur politique aujourd'hui est allé au Conseil constitutionnel pour déposer
une requête relative toujours à la liste électorale nationale. Monsieur Djipita, quand vous avez des acteurs qui sont d'aussi mauvaise foi, vous faites comment? Pourquoi je parle de la mauvaise foi? Vous prenez l'article 48 de la Constitution du Cameroun, on vous dit que les questions liées aux activités préélectorales, non, ça c'est l'article 10 du Code électoral. L'article 48 de la Constitution vous dit que si vous voulez vous plaindre, vous voulez poser un problème qui est lié à l'élection, vous devez être candidat, représentant du candidat ou du gouvernement. Vous voyez? Donc, vous voyez quelqu'un qui n'est... On est au stade où aucun candidat n'est connu. On n'a que des candidats déclarés. Et la Constitution ne connaît pas les candidats déclarés. Vous êtes candidat quand votre dossier est passé au Conseil électoral, il a été retenu. Vous voyez? Donc, mais vous voyez des gens qui viennent, ils se disent, OK, juste pour le plaisir d'animer le jeu politique, de brouiller les pistes, on va faire ceci ou cela. Donc, il faut que les gens comprennent, qu'on se dise que, Djipita, la crédibilité du jeu des acteurs qui ont en charge la gestion du processus électoral dépend aussi de la bonne foi des acteurs politiques. Parce que les acteurs politiques, par leur discours, peuvent donner le sentiment aux citoyens que les organes en charge du système électoral, des élections, ne sont pas des organes crédibles. Et pourtant, c'est pas ça. Démontrez-nous que tel organe a violé la loi. On parle de la liste électorale nationale. Mais, monsieur Djipita, pourquoi est-ce qu'en 2013, en 2018, en 2020, personne, aucun de ces acteurs n'a posé le problème de la liste électorale nationale? Pourquoi ça arrive dans une période où un certain acteur n'est plus en mesure de candidater? Pourquoi? Marius, sur la crédibilité de ces institutions-là. Monsieur Djipita, je suis très amusé, monsieur Ibabama, parce qu'en réalité, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, monsieur Ibabama, parce que je suis très sérieux. Vous n'allez pas quand même nous amener vers des périphéries quand on vous parle des choses centrales. Parlant de la liste électorale nationale, elle doit être publiée ou non? Elle a été publiée. Elle a été publiée à temps? Elle a été publiée et à temps. Et les Cambous a répondu, si tu me permets, je pense que c'était avant le 30 décembre, c'est ce qui est dans le code électoral. La liste a été publiée dans toutes les antennes. Et le directeur de les Cambous a dit que cette liste-là, oui, les listes physiques ont été affichées. Disons qu'il y a un problème de forme de publication. Voilà, c'est ça la forme de la publication. Ceux qui sont allés saisir les institutions compétentes estiment qu'il faut publier une liste unique nationale. Ce qui n'est pas possible. De plus de 8 millions d'inscrits. Je vous assure, s'il faut publier une liste de 8 millions, et les Cambous même Douala ne va pas suffire. Pourquoi? Et les Cambous vous affichez ça où? C'est numérique. Non. Pourquoi? Et les Cambous affirment qu'il publie conformément à la loi, suivant son interprétation de la loi, bureau par bureau. Et s'il te plaît, je voulais ajouter un élément. Ils sont allés nous prendre l'exemple ivoirien. Je me suis lancé, j'ai appelé un ami en Côte d'Ivoire qui m'a dit que mais vous, là au Cameroun, vous avez des débats bizarres. Il nous a dit que chez eux, quand on publie la liste électorale, dans chacun des bureaux de vote, on considère qu'on a publié la liste électorale nationale. Non. Ouais. Mais c'est la vérité. Si vous êtes journaliste, non? Non, vous êtes journaliste. Tout compte fait. Et voilà, essayez de vous lancer de ce côté-là. Tout compte fait. Et c'est leur loi électorale. Le docteur Eric Essoussé a également affirmé chez nos confrères de la télévision nationale que même sur l'espace numérique, la publication se fera bureau par bureau. Voilà. Et seul l'électeur inscrit pourra voir son nom. Voilà. Il a évoqué une question de sécurité et de protection de cette liste. D'abord, il y a une loi sur les données personnelles qu'il doit respecter aussi. Estimant que ceux qui réclament la liste globale, on ne sait pas ce qu'ils en feront. Donc voilà un peu les arguments que j'essaie de reprendre comme ça en tapant globalement. Je suis très d'accord avec vous. Mais c'est un peu ça l'esprit. Donc je vous laisse. On n'a plus que 5 minutes pour le dire. Et puis. Le processus électoral. D'accord. On ne peut pas avoir le budget qu'on a. Et les qu'on ne peut pas avoir le budget qui est un budget. Je suis d'accord sur la modernisation. Mais Yves, voyez-vous, qu'on soit encore en 2025 à se retrouver avec les CAM qui demandent de l'aide à l'ONU. Pour organiser des élections. Vous n'êtes pas sûr que c'est les CAM qui allaient demander de l'aide? Moi, j'ai entendu que c'est l'ONU même qui est venu à notre... Cameroun ne devrait même pas accepter de l'aide parce qu'on ne peut pas avoir de l'ingérence d'une organisation fût-elle internationale dans le processus de l'organisation des élections au Cameroun. Ingérence. Si après 42 ans, 43 ans, nous ne sommes pas encore capables d'organiser des élections transparentes par nous-mêmes, par nos moyens, il faut se poser des questions sur la crédibilité. On finance tout. Il faut dire la vérité. Le Cameroun finance tout. Et je pense que le DG de l'ECAM l'a dit. Tout est financé par le Cameroun. L'assistance ici n'est que technique. On encadre, on forme, c'est tout. Mais c'est nous qui, le Cameroun paye tout jusqu'au dernier. Former les acteurs, dans certains cas, apporter du matériel. Voilà. Et ainsi de suite. De quel matériel parlez-vous? La logistique. Il y a des choses qui peuvent nous manquer. Peut-être même le transport des unes. Alors, je vous laisse. De toutes les façons, on a tous les moyens. Vous avez fini de développer? Voilà. Ok, allez-y, monsieur. Allez, Rodolphe, sur la crédibilité donc, de ces institutions-là.
Sur le papier, l'ECAM est une institution crédible. Sur le papier, regardant les tests, regardant les lois en vigueur, l'ECAM est une institution crédible. Maintenant, quand on parle d'institution, est-ce que les hommes qui sont à l'ECAM sont-ils une identité du Camerounais crédible? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi je le dis? Voyez-vous, monsieur député Tongo, je vais vous parler de la ville de Makari, à l'extrême nord Cameroun, où d'ici quelques jours, on vous dira que dans le processus électoral, un sous-préfet a influencé soit l'ouverture, soit la fermeture d'un bureau de vote, parce que les électeurs d'un parti politique n'ont pas fini de voter. Alors vous allez vous rendre compte qu'on sera là, en droite ligne, d'une certaine dichotomie entre les pratiques et les usages. Vous de documenter votre discours, hein, docteur. Permettez-moi. Il n'a plus qu'une minute. Hein. Je suis en train de vous faire terminer en une comprendre minute vraiment, parce qu'on a un journal. Dans certaines zones du Cameroun, nous aurons les larmes aux yeux parce que nous allons vous rendre compte que les autorités administratives qui incarnent le pouvoir vont se substituer aux militants de ce parti politique qui a une élite comprador. Pour dire que moi, je ne dis rien pour l'ECAM, mais je dis ces hommes qui travaillent pour l'ECAM sont-ils de bonne foi et ont-ils la bonne moralité pour que nous puissions voter sereinement et pour que la voix des urnes soit sereine aussi. Merci, docteur Nyamsi, Rodolphe. Merci à Marius, merci à Yves. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette première édition de Présidentielle 2025, l'émission qui nous conduira jusqu'à l'élection présidentielle du 2 octobre prochain, au-delà. J'annonce déjà pour demain le thème qui sera développé ici dans le même espace-temps entre 18h30 et 19h50, le jeu des alliances, qui parle avec qui a trahi qui. Mais ne manquez pas la matinale Good Morning Cameroun qui va planter le décor de la journée de demain en termes de déploiement de couverture. Dans exactement 12 minutes, vous allez retrouver dans l'espace journal d'information bilingue de ce soir Oni Ladonnette à la présentation et Oriane Donquin pour la grande édition du soir. Bonsoir et à demain.